Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans les locaux du SSP. Donc le SSP, c'est le syndicat des services publics. Donc je suis actuellement avec Mathéo. Bonjour. Bonjour Mathéo. Donc Mathéo, il est étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'université de Fribourg et de Neuchâtel. Et il travaille à l'Union syndicale fribourgeoise et il est aussi militant au SSP. Et donc dans un premier temps, il va nous parler un petit peu de ce qu'est le SSP pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit. Tout à fait, volontiers. Euh, la première chose à dire, c'est que le syndicat des services publics, comme son nom l'indique, c'est un syndicat. Donc, une association de salariés qui défend les intérêts des salariés. Et il y a une répartition des secteurs entre syndicats. Et le syndicat des services publics s'occupe du personnel des services publics. Donc, les personnes qui travaillent pour les communes ou pour les cantons. Et donc, c'est typiquement les enseignantes et enseignants, le personnel des musées, le personnel de l'université, le personnel soignant. Et le syndicat des services publics s'occupe également du personnel des services parapublics. D'accord. Et le parapublic, c'est un peu une spécificité suisse, Ouais. mais c'est c'est en fait le secteur privé, mais le secteur privé subventionné par l'État. D'accord. Le meilleur exemple, c'est les crèches. Une partie du prix des crèches est payée par les communes ou par le canton, mais c'est du personnel en privé, donc c'est ce qu'on appelle le parapublic, et le syndicat des services publics donc s'en occupe également. Et peut-être pour dire deux mots aussi sur l'union syndicale. L'union syndicale donc s'occupe des intérêts des syndicats, mais sur un plan politique, et en fait regroupe les principaux syndicats du pays, donc le SSP, UNIA et plein d'autres, notamment voilà, pour défendre la perspective syndicale au niveau politique. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rôle du SSP aujourd'hui? Comment ça fonctionne concrètement? Oui, volontiers. En fait, il y a trois niveaux d'action du syndicat des services publics. Ouais. Le premier niveau, c'est le niveau individuel, où, par exemple, on peut intervenir en cas de licenciement pour obtenir des indemnités ou pour faire annuler certains licenciements. On peut intervenir en cas d'infraction à la loi sur l'égalité homme-femme. Si on voit des inégalités salariales, on peut intervenir. On peut intervenir aussi sur plein d'autres aspects, peut-être beaucoup plus concrets ou pragmatiques, des personnes qui auraient un nombre d'heures garanti dans leur contrat et qui remarqueraient que ce nombre d'heures n'est pas respecté. Le syndicat des services publics peut intervenir pour défendre l'intérêt individuel des membres. Il y a une deuxième dimension qui pour nous est encore beaucoup plus importante, qui est la dimension collective. D'accord. On va parler de la mobilisation des TRM après, mais c'est un bon exemple. On peut parler de l'université. Il y a des coupes qui vont être faits à l'université de Fribourg et le SSP lutte contre ces coupes au nom de l'intérêt de tout le personnel de l'université. Et un autre exemple que j'aime beaucoup donner, c'est ce qu'on appelle les aides bibliothécaires. Donc, c'est des gens qui, donc souvent des étudiantes et étudiants qui, à l'université ou ailleurs, travaillent dans les bibliothèques et étaient longtemps très mal payés à 15 francs de l'heure. Donc 15 francs de l'heure en Suisse, en tout cas, c'est extrêmement bas. Ouais. Et grâce à l'intervention du SSP et à la mobilisation collective, surtout des aides bibliothécaires, les secrétariats des syndicats ne font rien sans le personnel et sans la mobilisation du personnel. On a obtenu qu'il y ait la création de 2 classes salariales pour ces personnes. Donc une à 17 francs de l'heure, donc pas beaucoup mieux qu'avant, mais un tout petit peu mieux quand même. Et une surtout à 27 francs de l'heure, donc passer de 15 à 27 francs de l'heure, c'est une grosse avancée. Et on a obtenu également le rétroactif sur 5 ans. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des aides bibliothécaires qui ont touché plusieurs milliers de francs de salaire qu'ils auraient dû percevoir et qui sont reçus finalement en retard, mais ce qui est quand même bien mieux que de ne pas l'avoir touché du tout. Et la troisième dimension... Alors, juste avant de revenir à la troisième dimension, tu viens de nous parler des classes salariales. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, c'est quelque chose d'assez compliqué et assez spécifique aussi au canton de Fribourg et à d'autres cantons suisses. L'idée générale, c'est que le personnel est classé en fonction de ses diplômes, en fonction de la pénibilité du métier, en fonction des compétences nécessaires pour exercer le métier. Et ce classement correspond à une classe qui correspond à un salaire. D'accord. Et l'État de Fribourg donc, classe le personnel entre la classe 1 et la classe 33 ou 34 pour les top cadres. Et donc avec évidemment des différences de salaire énormes entre des gens qui commencent autour de 3 600 francs des top managers qui peuvent monter autour de 16 ou 17 000 francs.
Et donc là, on parle en brut. Hein. Exactement, ouais. Ouais. Très bien, mais du coup, je te laisse poursuivre avec le troisième point. Oui, la troisième dimension, c'est l'action politique. D'accord. Où les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. Par exemple, un des sujets qui mobilise beaucoup les syndicats fribourgeois actuellement, c'est l'instauration d'un salaire minimum dans le canton de Fribourg. Alors peut-être pour un public français, ça peut vous paraître très étonnant qu'il n'y ait toujours pas de salaire minimum en Suisse. La situation est assez complexe, il y en a dans certains cantons. C'est ça en fait. Neuchâtel, canton voisin, a déjà un salaire minimum. Il y a une initiative dans le canton de Vaud. Genève, autre canton suisse, de Suisse romande, a aussi déjà un salaire minimum. Ce n'est pas le cas dans le canton de Fribourg. Et donc, les syndicats, aidés aussi par des partis de gauche, ont déposé une initiative populaire qui après va être votée par la population du canton. Normalement, la votation aura lieu dans à peu près une année. Et donc, c'est porté par le syndicat des services publics, par les autres syndicats, UNIA, SINAP, pour en citer 2-3 autres. Et c'est coordonné donc, par l'Union syndicale fribourgeoise. Au mois de février, il y a eu une très forte mobilisation dans le cadre des techniciennes en radiologie médicale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles actions ont précédé cette mobilisation? Comment on en est arrivé là? Tout à fait. Bon, déjà, les techniciens et techniciennes en radiologie médicale, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant les radios, donc les personnes qui font des radiologies à l'hôpital. C'est un personnel qui a un travail très important, mais aussi très stressant et très exigeant. Il y a beaucoup de personnes en danger, parfois en danger de mort, qui passent par les TRM. Beaucoup de gens qui passent par les urgences finissent par faire une radio, y compris avec un état de santé dégradé. Et ce personnel donc demande une revalorisation salariale en demandant de passer de la classe 17 à la classe 19 au moins. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je pense que le point clé à comprendre, c'est qu'il y a une règle informelle à l'État de Fribourg qui dit que tous les employés qui ont un diplôme universitaire de niveau bachelor sont au moins en classe 18. Et c'est respecté partout, dans l'informatique, dans l'administration, dans l'enseignement. Il y a une seule exception, c'est les professions médicales, où les infirmiers et infirmières sont en classe 17, les TRM sont en classe 17, il y a 2-3 autres cas similaires, et ce personnel perçoit, à mon avis, à juste titre, cela comme une grande injustice. Et donc, ce personnel demande à que cette injustice soit réparée. Et il y a eu... Oui, on remarque que c'est des métiers à majorité de femmes. Tout à fait. Voilà. C'est évidemment une clé d'analyse aussi de dire que il semble y avoir une inégalité salariale liée au genre qui explique sûrement en bonne partie les très mauvais niveaux de rémunération de ces professions. D'accord. Et pour revenir sur cette mobilisation, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça a débuté? Oui, peut-être le point encore à terminer avant d'entrer sur le début de la mobilisation en tant que telle, c'est de dire que les démarches pour revaloriser la profession ont duré longtemps. D'accord. Le SSP, c'était la volonté des TRM également, a cherché le dialogue avec la direction de l'hôpital, avec les autorités politiques, et c'est un processus qui a duré en tout 5 ans. 5 ans. Ce qui est impressionnant. Ça témoigne oui, c'est long. Ça témoigne d'un très grand engagement du personnel qui bosse et qui, à côté, fait des démarches syndicales. Alors, j'ai une question à te poser. Tout à fait. Justement, ces personnes, en fait, elles sont syndiquées au SSP? Oui, elles sont syndiquées au SSP. Et est-ce que durant cette mobilisation, il y a eu un accroissement au niveau des personnes qui ont intégré le syndicat? Tout à fait. Parce que... au début, la démarche, elle part de quelques personnes. Quelques personnes qui s'organisent, qui se syndiquent. Et au fur et à mesure, il y en a d'autres qui ont rejoint jusqu'à atteindre en fait, un taux de syndicalisation très élevé dans la profession, ce qui a permis, pour faire la transition avec la question d'après, de lancer une grève. Ils ont constaté que pendant 5 ans, les démarches n'ont pas abouti. Et donc, le personnel a décidé de se mettre en grève. Et on a eu un taux de grévistes de plus de 80%, ce qui est exceptionnel. Wow. Et l'autre dimension exceptionnelle, c'est que la grève commence le lundi 3 février. De cette année? De cette année, exactement. Ouais. Elle dure toute la semaine et elle se poursuit encore le lundi d'après. Donc, c'est 6 jours de grève, ce qui est évidemment tout à fait admirable d'une profession, de gens qui n'étaient sûrement même pas syndiqués quelques années avant et qui arrivent à mener un mouvement comme ça. Et ce
Ce que je trouve aussi intéressant comme militant syndical, c'est qu'on a toujours en Suisse une conception du syndicalisme encore assez répandue, que évidemment je déplore, qui est ce qu'on appelle la paix du travail. Et l'idée de la paix du travail, dans les grandes lignes, c'est qu'il y ait une bonne entente entre l'employé et l'employeur, entre les syndicats et le patronat, dans le but de négocier, se mettre d'accord, faire des compromis, et surtout pas faire grève. Tout à fait, c'est ça. Et parfois ça marche. Parfois on est face à des employeurs de bonne foi qui veulent sincèrement améliorer les conditions de travail des employés, et des fois ça marche pas. Et dans le cas des TRM, après 5 ans de demandes, de négociations, de démarches de revalorisation qui ne marchent pas, le personnel a considéré que la paix du travail, c'est pas comme ça qu'on va obtenir des avancées, et a justement décidé de faire grève et de se lancer dans une grève reconductible, ce qui est assez exceptionnel en Suisse. Je suis Vanessa, TRM, en médecine nucléaire. Nous faisons plusieurs choses. Une de ces choses, c'est que je produis avec mes mains des médicaments radioactifs que je vais vous injecter pour faire apparaître vos cancers. Et ça, c'est une des plusieurs tâches qu'on réalise. Aujourd'hui, nous faisons grève. Je suis Andrea. On fait la grève parce qu'on demande d'être valorisé. Chaque image qu'on fait guide un traitement vital. Du coup, c'est l'heure d'être valorisé. Moi, c'est Meriem, technicien en radiologie. Ça fait 5 ans qu'on se bat pour cette revalorisation salariale. Et là, récemment, on a été confronté à un mur absolu, un refus catégorique qui s'est accompagné un petit peu d'un mépris de cette revalorisation. Nous, les TRM, on est au cœur de la santé, on est un maillon essentiel dans la prise en charge des patients, c'est dans les urgences vitales, on est au premier plan. C'est 24 heures sur 24 la radiologie, c'est la nuit, c'est le week-end, c'est des horaires de soirée, c'est éprouvant physiquement, c'est potentiellement aussi dangereux, tout ce qu'on manipule, les rayons ionisants, les produits qu'on utilise, et ce n'est pas reconnu, et c'est pour ça qu'on est en grève, on demande cette reconnaissance et cette injustice face à cette inégalité au niveau des corps de métier qui doit être reconnue. Je m'appelle Jocelyne, je suis technicienne en radiologie, et aujourd'hui, si je fais la grève, c'est pour passer de l'ombre à la lumière. Le métier de TRM, c'est un métier de précision, mais c'est surtout un métier de l'humain. En tant que praticienne formatrice, je m'engage personnellement à former la relève, et c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, je suis une soignante, mais demain, je peux être une patiente. Je m'appelle Camille et je suis TRM. Aujourd'hui, je me bats pour mon métier, mais surtout pour tous les Fribourgeois et les Fribourgeoises. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'investir intelligemment dans la santé, afin que ça nous coûte moins cher à tous et à tous demain. On aimerait tous des soins de qualité et je suis attristée de voir à quel point tout le personnel qualifié quitte massivement le domaine aujourd'hui. Je pense qu'on a assez pu prouver par le passé notre utilité aux yeux de la société. Je suis Nathalie, technicienne en radio-oncologie. Dans 3 mois, je serai retraitée. Et je ne verrai pas la couleur financière de ce combat. Mais par contre, je pourrais être fière et réjouie d'une meilleure reconnaissance de la profession, qui a aussi été une passion pour moi. En radio-oncologie, nous traitons, grâce aux rayons X, les personnes atteintes d'un cancer. Tous les jours, nous recevons la reconnaissance des patients. On lit dans leurs yeux le bonheur et tout, de pouvoir être traités avec bienveillance. C'est une vraie richesse. Avoir la reconnaissance de notre employeur, l'État, serait une plus-value pour l'attractivité de notre métier. Comme moi, soyez solidaires avec les TRM. Et à partir du début de cette grève, est-ce que tu peux raconter toutes les étapes qui se sont déroulées ensuite ? Tout à fait, ça a été en fait très intense comme semaine. Donc le mouvement commence le lundi. Ouais. Le même jour, il y a aussi un appel qui est lancé, donc une forme de pétition, pour soutenir les demandes des TRM. C'est un appel qui, en quelques jours, va faire 3000 signatures. Waouh. Qui prend un peu de 3 jours, c'est énorme. Ouais, non, c'est assez impressionnant de faire en quelques jours 3000 signatures. Ce qu'il faut voir aussi, c'est un énorme soutien du personnel de l'hôpital. C'est des collègues, des restaurants, des médecins-chefs, des infirmiers-infirmières qui signent massivement cette pétition. Parce que tout le monde voit bien que les professions qui ont un bachelor méritent au moins la classe 18 et qu'il n'y a pas de raison de dévaloriser les métiers de la santé. Il y aurait même plutôt des raisons de les valoriser. Tout à fait, surtout qu'on en a de plus en plus besoin et que ça ne va pas s'améliorer. Il y a des pénuries de personnel et qu'on ne trouve plus des gens à ces conditions-là de salaire et ces conditions-là de travail.
Le mardi, il y a le président de l'Union syndicale suisse, donc c'est un peu disons, la plus grande figure en Suisse du syndicalisme qui vient à Fribourg, qui vient rencontrer les TRM, qui vient leur ramener le soutien des collègues de tout le pays. Le mercredi, après 3 jours de grève, ce qui montre quand même une conception du dialogue social très étonnante, le Conseil d'État finit par répondre. Il n'y a pas eu de réponse avant. D'accord, oui. Ce qui est évidemment scandaleux. La réponse du Conseil d'État, c'est qu'ils acceptent de recevoir une délégation de grévistes. Et donc finalement, le jeudi, le syndicat des services publics avec les TRM organise un cortège de l'hôpital jusqu'au lieu de la négociation. Donc tous les collègues vont soutenir l'équipe de négociation. Et donc c'est les TRM aidés d'un secrétaire syndical, mais principalement les TRM qui mènent eux-mêmes leurs négociations le jeudi. Finalement, le Conseil d'État joue la montre. Oui. Donc le jeudi, ils ne répondent pas. Le vendredi, ils ne répondent toujours pas. Et c'est finalement que le lundi, après 6 jours entiers de grève, qu'il y a enfin une réponse aux demandes légitimes des grévistes. Et c'est une réponse finalement en demi-teinte. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas une revalorisation de tout le personnel qui était la demande, mais il y a la création d'une nouvelle fonction. Donc, pour la citer, donc, technicien, technicienne, thérapeute spécialisé, donc, qui concerne finalement les TRM qui auraient un peu plus d'expérience ou les TRM qui auraient un peu plus de formation que les autres et qui, eux, seront payés en classe 18 ou 19. Et ce qui est important de dire, c'est que les négociations sont toujours en cours. Ça veut dire que le Conseil d'État admet qu'il faut revaloriser une partie du personnel. Ce que demande le SSP et ce que demandent les TRM surtout, c'est que ce soit la majorité du personnel qui soit revalorisé, voire si possible presque tout le monde. Oui. Alors que ce n'est pas encore défini, est-ce que ce sera une minorité ou une majorité, donc on continue à se mobiliser pour que ce soit une majorité qui bénéficie d'augmentation de salaire. Très bien. Et du coup, tu viens d'expliquer qu'en fait, ce n'était pas la fin des mobilisations. Tout à fait, Donc, est-ce que tu peux, par chance, nous expliquer quelle vont être la suite des événements? Qu'est-ce qui est prévu? Tout à fait. Je pense qu'il y a 2 choses assez différentes à dire. Il y a d'un côté la mobilisation dans le secteur de la santé, qui continue à être centrale pour le SSP, avec toujours cette idée que toutes les professions qui ont un bachelor méritent la classe salariale 18. Il n'y a pas de raison de faire une exception, que ce soit pour les TRM, mais que ce soit aussi pour les infirmiers et infirmières, dont on a également besoin de revaloriser le métier. Ce que nous montrent les TRM, c'est 2 choses. D'un côté, que la grève est possible. Tout à fait. Ça a l'air toujours compliqué, hein, c'est pas la tradition. Moi-même, j'ai été étudiant, actif dans des mouvements étudiants. On a mené des grèves dans mon établissement quand j'étais au collège. Avant d'être à l'université, il n'y en avait pas eu depuis mai 68, donc ça faisait un moment. Mais c'est un exemple où on a montré que la grève est possible. Là, il y a un autre exemple où on montre que la grève est possible. Et je pense que voilà, c'est un outil qui reste central pour obtenir des améliorations de conditions de travail. Et je pense aussi, une chose qui commence à être discutée au sein du personnel médical, c'est une grève plus large. On a fait grève chez les TRM, mais il y a plein de professions de la santé qui méritent d'être valorisées. Et faire grève ensemble, c'est toujours plus fort que faire grève profession par profession. Tout à fait. Donc ça, c'est une dimension très importante, les professions de la santé. Une autre dimension qui concerne maintenant tout le personnel de l'État, mais je dirais plus généralement toute la population fribourgeoise, c'est le plan d'austérité que prépare le Conseil d'État fribourgeois. Où, alors qu'il y a des besoins énormes, je pense aux mesures de protection sociale, je pense à la formation, je pense à la santé, je pense à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait investir maintenant. Ce n'est pas du tout la logique du Conseil d'État. La logique du Conseil d'État, c'est au contraire de faire des coupes. On parle de couper à peu près 5% du budget du canton de Fribourg, donc faire 200 millions d'économies, ce qui est énorme. Et dans quel secteur exactement? C'est quoi? Alors, on ne sait pas encore dans les détails, sûrement partout. D'accord. Et ce qu'on sait, c'est ça a l'air d'être aux pires endroits que les coupes vont se faire. On parle d'une coupe de 12 millions à l'université. On parle d'une coupe aussi d'environ 12% du budget de l'hôpital. Ce qui est complètement délirant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on va aux urgences, on n'a pas l'impression... Enfin, la première idée qui ne nous vient pas en tête, c'est pas qu'il y a 12% de budget en trop, qu'il y a 12% de personnel en trop, que les gens sont payés 12% en trop. C'est pas du tout ça qui nous vient en tête. Donc,
des attaques très fortes contre l'hôpital. Ce que je redoute aussi, et ce que je crois beaucoup de gens redoutent aussi, c'est les coupes dans la politique climatique, les coupes dans les transports publics, les coupes au service de l'environnement. D'où le fait qu'il y aura ce printemps il y a une réplique qui est en train de s'organiser avec le personnel, mais plus largement avec plein de partenaires, des associations, des partis politiques. Une réplique qui a plusieurs dimensions, mais pour en présenter rapidement 2 ou 3, il y aura ce printemps une grande manifestation de la fonction publique, et j'espère aussi de la population, des usagères et usagers des services publics, pour montrer notre attachement aux services publics. Donc, grande mobilisation ce printemps prévue. Il y aura aussi le lancement par l'Union syndicale fribourgeoise, donc les principaux syndicats, en collaboration aussi avec des partis politiques et des associations, d'une pétition pour demander non pas qu'on coupe dans les services publics, mais qu'on investisse, notamment dans la transition écologique. Tout à fait. Le canton de Fribourg, sa revendication centrale maintenant, c'est de couper à peu près 200 millions par année, donc 600 millions sur 3 ans. Nous, on dit, on prend le contre-pied et on demande d'investir 2 milliards. 2 milliards en 5 ans pour tenir les objectifs climatiques du canton qui ne sont pas en train d'être tenus, mais surtout pour prendre des mesures favorables aux travailleuses et travailleurs, favorables à la justice sociale également. Donc très concrètement, développer l'offre en transport public, baisser les prix des transports publics, créer des emplois dans la rénovation thermique des bâtiments, créer des emplois dans l'énergie solaire. Donc une pétition pour prendre le contre-pied. Et cet automne, si le Conseil d'État ne revient pas à la raison, parce que, dernière chose avant d'entrer sur cette journée d'automne, mais pour un public français, ça peut vous paraître délirant, mais le canton de Fribourg n'a pas une dette, mais a une fortune. On a une fortune de plus de 500 millions, et c'est dans ce contexte-là que le Conseil d'État s'est dit, OK, la fortune diminue un peu, les perspectives financières sont un peu moins bonnes, et se disent, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe dans les services publics. Donc, une logique complètement délétère, surtout qu'on a fait des années de cadeaux fiscaux. Et donc, si le Conseil d'État ne revient pas à la raison rapidement, ce qu'on espère toujours, la mobilisation continuera cet automne, et l'idée d'une journée de grève de toute la fonction publique fribourgeoise est en discussion. D'accord, donc en fait, tu as expliqué, il y a beaucoup d'intérêt au niveau du réchauffement climatique, et que vous souhaitez investir 2 milliards, mais si la fortune est de 5 millions 500 millions. 500 millions, comment s'y prendre? Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc en fait, il y a, je dirais, 2 grandes sources de revenus différentes. Oui. La première source, et la plus évidente, mais que ce soit pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, mais que ce soit pour financer des bonnes conditions de travail dans la santé pour tout le personnel, que ce soit pour financer l'éducation, etc., c'est déjà de revenir sur les cadeaux fiscaux qui ont été faits. Le canton de Fribourg a baissé l'impôt sur la fortune, a baissé l'impôt sur les grandes entreprises, a baissé le coefficient d'impôt, donc l'impôt de tout le monde, de 4%. Et c'est toutes des mesures qui ont finalement bénéficié qu'aux riches, voire aux très riches, et très très peu à la population. Donc première chose à faire, on annule tous les cadeaux fiscaux. Très simple, très rapide, très efficace. Deuxième chose à faire, plus dans une perspective écologique cette fois, mais c'est d'annuler une partie des investissements qui sont faits et qui sont défavorables à la population, défavorables au climat. Je vais vous donner mon exemple préféré, mais il y a un projet de route de contournement entre Marly et Matron, donc deux communes à côté de la ville de Fribourg. C'est une route qui est devisée à 200 millions de francs pour gagner quelques minutes de trajet. Donc on va investir 200 millions pour avoir plus de pollution, plus de bouchons, plus de réchauffement climatique. On va détruire des écosystèmes qui sont magnifiques. Il y a plein d'oiseaux qu'on ne trouve pas ailleurs et qui sont à ces endroits-là. On va détruire des terres agricoles, alors que la Suisse importe beaucoup trop d'alimentation aujourd'hui déjà. Donc une mesure très simple, c'est d'annuler ça. C'est 200 millions économisés d'un trait de plume. C'est beaucoup plus facile d'annuler une construction que de construire une route. Et c'est 200 millions économisés d'un coup. C'est comme la 69 en France. Tout à fait, comme la 69 en France. Les projets inutiles. Les projets inutiles. Et écocides. Et on investit de l'argent ailleurs, dans la santé, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la justice. Oui, ou dans les trains. Dans les le trains. Service, dans les trains. Oui.
Peut-être si j'ose faire passer un dernier message qui pour moi est très important. On est dans un contexte d'austérité qui est difficile, en Suisse, en France, ailleurs. Tout à fait. Un durcissement des politiques libérales, des politiques qui servent toujours les intérêts d'un même groupe qui est déjà très privilégié. Tout à fait, les ultra-riches. Les ultra-riches. Ouais. Et je pense que dans ce contexte-là, il y a une erreur que fait parfois la gauche, que font parfois les syndicats, mais la gauche dans un sens large également, c'est de se cantonner aux luttes défensives. Évidemment, il faut dire non à l'austérité. Évidemment, c'est dégueulasse de couper 12% du budget de l'hôpital. Enfin, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Évidemment que couper dans la politique climatique, c'est absolument insensé en pleine urgence climatique. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut oublier nos revendications. Quand on entre dans un syndicat, quand on entre dans un parti, quand on entre dans une association, ce n'est pas juste pour préserver le statu quo. C'est parce qu'on croit qu'il y a des vrais problèmes, c'est parce qu'on croit à un monde meilleur. Et ce n'est pas parce que une poignée de dirigeants de droite souhaitent faire de l'austérité que nous, on doit oublier ce qui nous anime et nos revendications. C'est la logique derrière cette pétition qui est lancée où on demande 2 milliards, ils veulent couper 600 millions, on demande 2 milliards. Je pense que dans la santé, il faut faire la même chose. Ils veulent couper 12%, et ben nous, on doit demander des bonnes conditions de travail pour tout le personnel et pas oublier nos revendications offensives sous prétexte que pour une minorité de droite, l'heure est à l'austérité. Pour revenir sur le point de la gauche, tu as expliqué l'erreur de la gauche. Oui, l'erreur de la gauche, pour moi, c'est quand il y a la droite qui revendique des choses, qui veulent de l'austérité, qui veulent plus de racisme, qui veulent couper dans les mesures de lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'uniquement répondre à leurs attaques et d'oublier nos propres revendications. Tout à fait. On peut prendre un exemple français qui est, par exemple, la lutte contre la réforme des retraites. Évidemment, très mauvaise réforme des retraites. Évidemment, mobilisation impressionnante. Je le dis comme suisse, mais très impressionné par les salariés français qui ont manifesté, qui ont fait grève, qui ont parfois fait des grèves reconductibles. Donc vraiment un modèle. Mais dans un cas comme ça, je pense que c'est important de dire, OK, on est contre la réforme à 64 ans, mais le mouvement syndical en France demande la retraite à 60 ans. Il ne faut pas juste redemander de revenir à 62. On a le droit de revendiquer le retour à 60 ans. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ces revendications. Tout à fait. Et on a non seulement le droit de se mobiliser contre leurs idées, mais on a aussi le droit, on est aussi légitime à se mobiliser pour des avancées. On a le droit de faire grève pour la retraite à 60 ans, on a le droit de faire grève pour la baisse du temps de travail, on a le droit de faire grève pour une politique de lutte contre le réchauffement climatique qui soit socialement juste. Et c'est complètement légitime. Très bien, Mathéo. Merci pour tout. Merci pour toutes ces informations. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir venir aujourd'hui avec toi et découvrir un petit peu ce qu'était le SSP. Et de parler de tout ce qui s'est passé au niveau des TRM. On est impatient de voir quelle va être la suite des événements et aussi de ce qui va se passer au printemps, comme tu nous as expliqué. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout mon courage et toute ma solidarité aux militantes et militants en Suisse et en France. C'est aussi impressionnant ce que fait la France Insoumise et ce que font les syndicats français. Donc, courage à elles et eux. Et peut-être, tout dernier mot de la fin, mais j'ai envie de m'adresser aussi aux personnes qui sont peut-être plus éloignées du mouvement syndical, qui n'ont peut-être pas l'habitude de manifester. Mais là, cette fois, ces mesures d'austérité vont toucher tout le monde, ils s'en prennent au service public. Donc je dis à tout le monde, si vous n'avez qu'une seule manifestation à faire, c'est contre l'austérité cette année. Et ça n'empêche pas d'en faire plein d'autres, mais ça vaut vraiment la peine d'être là, y compris quand on n'a pas l'habitude de manifester. C'est trop important pour laisser la droite passer. Très bien. Merci. Merci. Super.